Qui sait quel mal se cache dans le cœur des hommes? Le Shadow le sait. The Shadow est un personnage de fiction créé par Walter B. Gibson sous le pseudonyme de Maxwell Grant à travers plus de 300 romans et nouvelles de 1931 à 1949. Qui est là? C'est le plus célèbre des héros de pulp des années 30 et 40, également héros d'un feuilleton radiophonique, The Shadow, et aussi apparu dans les comic strips et les comic books, à la télévision et dans 7 films. Même le grand Orson Welles va interpréter le personnage à la radio en 1937, rêvant lui-même d'en faire une adaptation au cinéma. They did not know or fear the shadow. À l'origine, un pseudonyme utilisé par un annonceur radio pour l'émission Detective Story Hour, une adaptation radiophonique d'histoire tirée d'un pulp éponyme dont la voix sépulcrale reste en tête pour tous les auditeurs. Tu as commis un meurtre, Duke. À l'époque du film, nous en sommes à 64 ans d'aventure d'un des héros les plus troubles et les plus originaux jamais créés, un des premiers super-héros masqués vêtus de noir, sinistre et effrayant pour les fans, et comme costume, un chapeau, un manteau noir, dont seuls les yeux et le nez sont visibles, bref, un héros qui fait plus peur que les méchants qui l'arrêtent. Sous le costume Lamont Cranston, l'histoire se passe dans les années 30, qui va s'écraser en avion dans le lointain Tibet. Il va se lancer dans le trafic d'opium prenant le nom de Yinko et va devenir un seigneur de guerre redouté et très cruel. Durant cette périple où il sème la mort, il est capturé par un sage Tulku qui va faire en sorte de le remettre sur le droit chemin. Tu sais quel mal se cache dans le cœur des hommes. Cranston va réussir nombre d'épreuves et va pouvoir manipuler les gens, se rendre invisible, voire contrôler certaines pensées. Tu ne te mêleras pas de ses affaires. Non, inutile. Il peut ainsi altérer la réalité aux yeux des gens et devenir le Shadow en retournant à New York et être un héros du bien. Ayant été un criminel, il ne connaît que trop bien ceux de cette ville et défouraille le tout avec ses 2 Colt 45 en main. À l'instar de Bruce Wayne, Lamont Cranston joue lui le séduisant millionnaire de son côté et derrière son masque va engager certains des criminels arrêtés par ses soins pour en faire des alliés. Dans la ville, il dispose de tubes pneumatiques dans un réseau souterrain pour communiquer avec tout le monde. Pas de héros sans méchant et notre sage tibétain Tulku, lui, ne va pas arriver à faire la même chose avec un autre de ses élèves, Shiwan Khan, descendant de Genghis Khan, qui vole le poignard, tue le sage et part pour New York. Tu as été aussi l'élève du Tulku. Oui, il me parlait de toi sans arrêt. Martin Bregman, célèbre producteur, veut en réaliser un film vers 1983 ayant acquis les droits l'année d'avant. Le Shadow étant toujours populaire aux États-Unis et il lui faudra 10 ans pour y arriver par un travail compliqué sur cette histoire rarement satisfaisante à cause de multiples personnages et une intrigue difficile à raconter. Ah, tu as ce poignard. De plus, tous les médias avaient donné leur version du personnage et chaque spectateur en avait leur propre idée. Heureusement, le scénariste David Koepp arrive sur le projet qui va nous donner les films de Steven Spielberg comme Jurassic Park et sa suite, La Guerre des Mondes et malheureusement les 2 derniers Indiana Jones et travaillera sur L'Impasse, Mission Impossible, Snake Eyes de Brian De Palma, plusieurs Ron Howard et bien d'autres. Je serai toujours là. Il va finir par livrer l'histoire de ce film avec pas moins de 20 versions différentes de son scénario. La mise en scène, elle, est confiée à Russell Mulcahy qui depuis son Highlander n'est plus trop au top mais qui vient de tourner L'affaire Karen McCoy avec Kim Basinger, mariée elle à Alec Baldwin et enchantée par ce tournage, c'est elle qui va recommander le réalisateur à son mari d'acteur. Le film est bien sûr rempli d'effets spéciaux, obligatoires sur le genre, et ils seront supervisés par Alison Switch, responsable de certains effets de Terminator 2 de James Cameron, Dracula de Francis Ford Coppola ou le Last Action Hero de John McTiernan que vous avez sur la chaîne en vidéo. C'est la firme R. Greenberg de Los Angeles, celle qui fit le Prédateur invisible du premier film, qui va s'occuper de nombre d'effets, dont le poignard Fourmin avec ses images de synthèse déjà indispensables en 1994. Plus de 200 effets à gérer, ce n'est pas rien, et qui vont être créés par cette société dont la difficulté première sera le look du héros tel qu'il est vu à l'écran, et donc par ses adversaires.
Ce seront des effets sonores aussi qui vont arriver avant le personnage afin de créer une ambiance stressante pour les méchants, puis des ombres, en CGI souvent, qui varient selon les scènes, celles-ci aussi pour manipuler et faire peur, et souvent synchronisées avec le personnage une fois qu'il apparaît. La texture même du shadow sera numérisée afin qu'elle donne une ombre soit sur lui puis incrustée avec l'image. Certains décors même furent numérisés comme le grand escalier de l'hôtel afin que l'intégration de l'ombre soit parfaite et puisse épouser l'escalier et son architecture, mais cela reste encore très coûteux. Les métamorphoses de Cranston en Shadow seront faites en morphing discret. Mulcahy insiste, il y en a très peu, pour ne pas donner des effets trop tape à l'œil, sauf pour l'inverse du Shadow en Cranston, obligatoire, plus impactant, parce que souvent pendant une bataille, voire le final. Tu perds ta force de concentration. Blessé par une flèche, par exemple, il va perdre son effet d'invisibilité et semble émerger du mur grâce à un balayage au laser du décor de l'acteur et incrusté l'un sur l'autre. Fourba, le fameux poignard magique doué de vie propre, sera entièrement réalisé en infographie bien sûr, et cela se voit bien. Pas le meilleur effet du film, loin s'en faut, mais cela aide grandement pour les trajectoires de l'arme que Mulcahy change en fonction de ses besoins. Le réalisateur n'est d'ailleurs pas enchanté de faire des prises de vue avec rien afin d'ajouter le poignard derrière, mais c'est le jeu d'un film à effet numérique. L'animation du visage du poignard fut réalisée rapidement, peut-être des fois un petit peu trop, mais le faire en practical aurait pris trop de temps. Bien que tourné entièrement en studio chez Universal, à 2-3 plans près à Los Angeles, The Shadow va nous donner une ambiance années 30 grâce au pinceau. En effet, pour New York et le Tibet, deux studios, Illusion Art et Matt Ward, vont réaliser des peintures sur verre incrustées sur les décors. Le premier studio s'occupera de Times Square et de New York par exemple, d'après une photographie que Russell Mulcahy leur donne comme inspiration. De ce point-ci. Et Sid Sutton va s'occuper de la peinture. Chez Matt Ward, ils vont s'occuper des scènes au Tibet. Pour le nez qui maquille le Shadow et le rend méconnaissable, c'est le grand Carl Fullerton au maquillage qui s'en occupe, ainsi qu'une séquence de cauchemar très réussie. Russell Mulcahy est donc à la barre du projet, impliqué comme jamais mais sans connaître le personnage, mais il a confiance dans le scénario de Cop et va essayer de donner au film une réalité dure et sombre. Son New York l'est bien et c'est la ville fantasmée, bien plus condensée géographiquement parlant et surréaliste dans un style art déco bien troussé. Une ville bien vivante, comme le Gotham de Tim Burton dans le premier film, dont Joseph Nemec III, qui travaillait sur Abyss et le Terminator 2 de James Cameron, en chef décorateur, sans oublier le sanctuaire du Shadow, parfait. Bien sûr, la photographie est tout aussi importante, et c'est le formidable Stephen H. Borom qui s'en occupe, un grand qui nous a donné les images de La Foire des Ténèbres de Jack Clayton, Outsider de Francis Ford Coppola, Body Double et Les Incorruptibles de Brian De Palma dont j'avais parlé, et va collaborer encore avec le grand réalisateur sur Outrage, L'Esprit de Caïn, L'Impasse, Mission Impossible, Snake Eyes, Mission to Mars. Mulcahy est un réalisateur de l'image, un homme très visuel comme il l'avait prouvé sur Highlander et Razorback, ses deux premiers films dont vous avez les vidéos sur cette chaîne, et ici encore, il nous épate par cette image lumineuse et parfaite. $40 millions de budget, l'on n'est pas sur du gros lourd, mais malheureusement, le film sortira avec comme forte concurrence Le Roi Lion d'un côté et The Mask de l'autre, qui vont eux exploser le box-office. The Shadow ne remportera que 32 millions aux États-Unis et 48 dans le monde. Ce n'est pas satisfaisant pour les studios et seulement 111 262 entrées en France. Le Shadow le sait.
Alec Baldwin, lui, a un réel besoin de ce film puisque depuis À la poursuite d'Octobre Rouge de John McTiernan, il est dans une très mauvaise passe cinématographique, surtout depuis la catastrophe La chanteuse et le milliardaire de Jerry Reese, où avec sa Kim, le film va se planter royalement et dont l'équipe dut subir les caprices des deux divas. The Shadow est le film qui doit le remettre en selle, ce ne sera pas le cas. Baldwin va s'impliquer quand même dans l'écriture de son personnage, y ajouter quelques touches d'humour tout en restant un personnage assez négatif et sombre par sa façon de faire. Il part d'une personne qui est le mal incarné pour après se dévouer à reprendre sa vie en main en faisant le bien et ainsi expier ses péchés. C'est pour l'acteur un plaisir de pouvoir interpréter plusieurs personnages puisqu'il fait le millionnaire, le héros et l'homme cruel qu'il était avant. Tu es fini, gars. Lamont Cranston, contrairement à Bruce Wayne, est un homme normal qui assume ce qu'il a fait sans en être torturé complètement psychologiquement. J'ai été surpris. Il apprécie la vie, les femmes et s'amuse comme un homme de sa condition doit le faire dans cette grande ville. Baldwin est jovial et blagueur sur le tournage quand il joue Cranston, mais dès qu'il est dans la peau du Shadow, reste à l'écart de l'équipe, ne parle à personne, restant dans la peau de son personnage. Écoutez, il faut m'oublier. Pourquoi le devrais-je ? Vous devez... Il est aussi un acteur qui, sur ce tournage, va porter beaucoup d'attention à ce que les autres acteurs se sentent bien et sera très amical et chaleureux avec eux. Un acteur peu reconnaissable en Shadow, un risque audacieux qui fonctionne très bien et exprime sa dualité. Et le maquillage est tiré des fabuleux dessins de Michael Kaluta, un des meilleurs auteurs de cette BD. Malheureusement, beaucoup de spectateurs se demanderont qui joue le Shadow. J'ai parlé d'Alec Baldwin dernièrement dans ma vidéo de Beetlejuice et c'est Hervé Joly qui est à sa voix française. Shiwan Khan, le dernier descendant de Gengis Khan. Descendant donc de Gengis Khan, Shiwan est interprété par John Lone et son personnage de grand méchant de comics va tout faire pour détruire le Shadow et surtout la ville de New York en même temps. Rejoins mes rangs. Tu es Yinko, le boucher de Lhasa. Son but n'est que la conquête du monde en bon conquérant qu'il est. Il vit dans un gratte-ciel invisible, à l'œil nu grâce à ses pouvoirs, posé en plein milieu de la ville où des guerriers mongols sortent et rentrent à foison. Bon, ils sont en costume, personne ne s'en étonne, c'est comme ça. C'est volontaire de le montrer très sérieux, un film méchant de serial, et n'est jamais montré comme un dingue, mais comme quelqu'un de raffiné. Belle cravate. Merci. Malheureusement, ses apparitions sont parfois un petit peu ridicules, comme la première, sortant de son sarcophage ou se cachant entre les mannequins du musée, voire le dialogue avec Lamont, où ça parle de guerre totale et d'achat de cravates en même temps. Je dois dire que ta cravate est du meilleur goût. Puis-je te demander où tu te l'es procurée ? Après une lobotomie frontale, il perdra ses pouvoirs et finira dans un hôpital psychiatrique. Chez Brooks Brothers. C'est en dehors de Manhattan. Non, c'est bien dans Manhattan. Orphelin très tôt, c'est grâce à sa seule ténacité que John Lone va intégrer dès l'âge de 10 ans la Shinshu Academy de Hong Kong, une école d'opéra chinois. Ainsi, il va y apprendre l'art de la comédie, du chant, de la poésie, du mime, les arts martiaux, la danse et l'acrobatie. Qu'est-ce que tu fais ? À l'âge de 18 ans, il décide de partir aux États-Unis et s'établit à Los Angeles où il va y trouver rapidement des rôles dans des séries télévisées. John Lone va commencer sur le King Kong de John Guillermin en cuistot et c'est le formidable film de Michael Cimino, L'année du dragon, dont j'ai parlé aux côtés de Mickey Rourke, qui va le faire connaître réellement. En 1987, il va décrocher le rôle principal du dernier empereur de Bernardo Bertolucci en Empereur Puyi. Parallèlement au cinéma, il poursuit avec succès une carrière de chanteur au Japon et dirige sa propre ligne de cosmétiques. C'est assez étonnant, mais c'est Daniel Beretta qui fait sa voix française. En Margolane, qui ne laissera pas Cranston indifférent, alors que moi si, c'est Penelope Ann Miller qui s'y colle, actrice qui, pour le coup, est physiquement adaptée aux années 30, mais dont votre serviteur, oui, moi, n'a jamais compris en quoi certains la trouvent bonne actrice, oui, même dans l'impasse de Brian De Palma. Vous m'adressez un compliment, c'est bien normal que je réagisse. Elle débute pourtant aux côtés de Marlon Brando dans Premier pas dans la mafia, d'Andrew Bergman, puis Un flic à la maternelle d'Ivan Reitman ou L'éveil de Penny Marshall. Margot Lane.
Que faites-vous là? C'est vous qui êtes chez moi. Après le De Palma, elle cherche un film un peu plus léger et le glamour de son personnage va finir de la convaincre. Elle adore les costumes confectionnés pour le film, qui lui vont comme un gant, et adore cette période, son personnage étant plutôt intelligente et perfectionné pour elle, et son importance pour l'histoire montre qu'elle n'est pas là que pour son physique, mais est aussi télépathe et a un lien avec le Shadow, qui vont devenir très puissants à deux, mais Cranston comprend très vite qu'elle sait qui il est, ce qui peut poser un problème. Vous étiez à côté de moi. Je le savais. Vous êtes le Shadow. De plus, avec son pouvoir, elle peut résister à l'influence de celui-ci. Néanmoins, de grandes parties de ces scènes seront coupées dans le film entre Baldwin et elle, afin de mieux rythmer le métrage. C'est Juliette Degène qui la double ici. Un homme à qui il a aussi sauvé la vie. Et comme toi, je suis avec le Shadow. Mo Schrelnitz est chauffeur de taxi qui seconde le Shadow dans ses aventures. Il n'a qu'un petit rôle ici, il ne sert vraiment que pour le transporter d'un point A à un point B, voire le sauver pendant une poursuite. On a vu l'acteur dans de nombreux films comme Frankenstein Jr. de Mel Brooks, Taxi Driver de Martin Scorsese, Outland de Peter Iams, Double détente de Walter Hill ou Une journée de fou de Howard Ziff. C'est le grand, en plus, André Valmy qui est à sa voix française. La destruction est quasiment incalculable. Le docteur Reinhard Lane, père de Margot, est un vieux physicien que Khan va kidnapper pour lui faire construire une bombe dévastatrice pour raser la ville entière. Il travaille pour la défense nationale avant de se retrouver sous l'influence des méchants par le pouvoir du Khan. Alors ici complètement zombifié, il a tourné dans La Forteresse Noire de Michael Mann, joue la mort dans le Last Action Hero de John McTiernan, et c'est en 2000 que le grand public va le plébisciter bien sûr en Magneto dans le X-Men de Brian J'aime les ados Singer, et l'année d'après en Gandalf dans les films de Peter Jackson, d'après les livres de Tolkien sur le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Georges Berthaumieux de sa voix française. J'ai vraiment dit un roi? C'est peut-être pas le mot que j'aurais dû employer. Tim Curry, Farley Claymore, perfide et infâme âme damnée de Khan, il assiste le professeur Lane et va le trahir pour Khan, et bien sûr très amoureux de Margot, ce qui n'est pas réciproque du tout. Rien ne me plaît en vous. Cette femme est fascinante et tellement belle. Il construit une sphère de beryllium qui va aider pour la méga bombe de Khan et va essayer et presque réussir à tuer le Shadow. Il espère être roi, mais ce n'est qu'un simple outil qui finira comme il se doit, fou, mais dans un jeu un peu outrancier. Non, disons-le, très très outrancier. C'est quand même un acteur formidable et aimé de beaucoup. Curry ne démérite pas ici en tueur hystérique qui en fait des tonnes comme on l'aime. Il est principalement bien sûr connu pour son rôle de travesti Frankenfurter qui tient en 1975 dans l'adaptation cinématographique de la pièce de théâtre britannique The Rocky Horror Picture Show, ainsi que pour son interprétation en 1990 du clown Pennywise dans l'adaptation en mini-série du roman horrifique américain Ça de Stephen King. T'es gonflé, trouillard, t'es un homme. Alors bats-toi comme un homme. Il est le Seigneur des Ténèbres dans le Legend de Ridley Scott, Wadsworth dans Cluedo de Jonathan Lynn ou le Dr Petrov dans La poursuite d'Octobre Rouge de John McTiernan. Malheureusement, en juin 2012, il sera victime d'un accident vasculaire cérébral qui va l'obliger depuis à utiliser un fauteuil roulant. Et c'est le parfait Jean-Pierre Moulin qui est à sa voix française. Oui, comme tous les poissons. À la flotte. Duke Rollins n'apparaît qu'en début de film, interprété par John Kapelos, un truand mafieux qui va prendre une raclée sur le pont de Brooklyn en début de film et va l'obliger à aller se confesser à la police. Et sans perdre de temps, d'accord? Ouais, j'y vais là tout de suite, oui, d'accord. Un acteur souvent vu en second ou tiers rôle dans nombre de films chez John Hughes par exemple, dans Samantha à 16 ans, le concierge dans Breakfast Club ou Dino dans Une créature de rêve et un paquet de petits rôles, télévision y compris. Je refais tout pareil. Si tu m'en envoies 3 autres, je les tuerai aussi. Et enfin au début de film, notre Lopan de Jack Burton, j'ai nommé James Hong, est ici Lim Peng, un homme qui veut exploiter ses champs contre la vie de Lemont alors qu'il est le monstre du Tibet et va finir sous les balles de ses hommes. Tuez-les tous les deux. Un acteur à la filmographie très dense dont j'ai souvent parlé. C'est René Berriard qui est à sa voix française. À noter une version française réussie, mais bien moins impactante que la VO, surtout sur la voix du Shadow. En
Encore une fois, quelle folie musicale, quel travail, quel thème au pluriel, quelle composition dingue que va nous donner à un des, si ce n'est pour moi le meilleur compositeur hollywoodien de l'époque, l'énormissime Jerry Goldsmith. D'une solidité à toute épreuve et d'une maîtrise d'écriture orchestrale sans pareil, il va encore s'amuser à mélanger synthétiseur et orchestre de façon harmonieuse et qui va donc ici reposer sur 3 grands thèmes. Le thème bien sûr absolument démentiel du Shadow, le love theme entre Lamont et Margot et bien sûr le thème sombre et menaçant du méchant Shiwan Khan. Non, pas pour moi. Jamais. Goldschmidt va bâtir là-dessus une partition orchestrale tellement riche et complexe qu'elle sauve littéralement le film, et ce, même sur le prologue, avec l'incroyable morceau The Poppy Fields qui sert de générique de début. Tout le mystère est là, formidable, avec des corps et rythmiques au synthé qui vont nous exploser les oreilles, majestueux et dont les harmonies forment un tout cohérent et lyrique. Les synthétiseurs sont tellement bien utilisés d'ailleurs qu'ils semblent faire partie intégralement d'un orchestre, tout y étant d'une qualité sans commune mesure. Il n'y a pas une note à jeter, pas un morceau à enlever. Mon esprit n'est contrôlé par personne, Shadow. L'action n'est pas en reste, loin de là, et culmine dans une jouissance auditive dont je ne me suis jamais complètement remis, où exotisme et mystère se clashent, dont les origines ethniques différentes et les percussions exotiques sont folles. C'est une musique héroïque, mystique et tous les mots positifs en i qui existent. C'est du Goldschmidt, réjouissant, qui réussit tout et qui s'écoute parfaitement tant sur l'album que pendant le film. L'album d'ailleurs qui sortira à l'époque, sort en 1994 chez Arista Records, nous offrant même le passage radio d'Orson Welles, et en 2012 Intrada Records commercialise une version double CD contenant l'intégrale des compositions du film. Il était un bordel de merde. Rien que d'en parler, je vais mettre mon travail en pause et écouter à nouveau la musique, c'est compulsif. D'une énergie sans pareil et avec un orchestre enlevé, je remercie encore le compositeur de s'être lâché sur ce film de super-héros, une des meilleures de son auteur. Riche et complexe, cohérent dans la réussite extrême des thèmes présentés, The Shadow n'existerait pas sans Jerry et je l'en remercie. Après le Batman de Tim Burton, le Dick Tracy de Warren Beatty, le The Crow d'Alex Proyas, le premier des super-héros américains arrive enfin sur les écrans avec une musique, une photographie et des décors superbes ainsi qu'un nouveau procédé sonore français, le DTS, premier film projeté avec ce système. Le producteur et le réalisateur vont essayer de tout faire pour respecter scrupuleusement l'histoire et le mythe du personnage et surtout son originalité. Les principaux éléments sont effectivement là, un monde créé pour faire rêver et dont le héros y est très bien choisi. Un héros qui souffre en se transformant et qui nous flatte l'œil à chaque apparition, dont des dispositifs high-tech pour l'époque s'entend et superbes pour le héros comme pour les méchants. Russell Mulcahy ne réalise pas ici un chef-d'œuvre, mais l'on est loin de son Highlander 2, et malheureusement, Universal ne s'y retrouvera pas, et même si l'on a un film imparfait, il n'a pas à rougir d'avoir au moins réussi une ambiance et un héros. Mais n'oublions pas que la séquence au Tibet est quand même proche du ridicule, et c'est parfois à se demander si Luis Mariano ne va pas débarquer dans la première partie du film, surtout avec le premier repas entre Margot et Lamont, ou de l'ouverture du tombeau de Khan, fort heureusement. The Shadow se reprend très vite dès la première apparition du héros sur le pont de Brooklyn dans une séquence jouissive, voire dès qu'il apparaît à chaque fois. Malgré quelques séquences réussies, souvent sauvées par la musique du grand Jerry Goldsmith, The Shadow sera quand même plus réussi sur le Darkman de Sam Raimi, une version à lui-même, puisqu'ici il ne manque qu'une chose, une bonne dose de risque et de personnalité. Je parle bien sûr d'une vision de réalisateur plus folle que celle présentée dans ce film, où tout est un peu trop lisse, jamais terrifiant, voire réellement menaçant, malheureusement.
Le héros est superbe, il faut le dire, un rire qui glace le sang, surtout en VO, des méchants comme nous, et des décors fabuleux dont l'antre du héros. En bref, un héros dont l'ombre est inexistante, visible mais pas dans l'âme, l'argent fut bien dépensé mais sans volonté, réalisé peut-être un peu trop sagement pour un cinéaste australien pourtant audacieux en son temps, dans une sobriété et une technique sans appel, mais dont la folie visuelle manque terriblement même si le charme est bien là. Un film qui oscille entre ridicule et perfection, l'humour étant assez lourd comme certaines interprétations qui tiennent presque de la parodie de Serial. Je n'aurais pas été contre si cela avait été inspiré et un méchant qu'il est parce que on le sait mais pas parce qu'on le voit. Seulement voilà, avec le temps, il est plus intéressant de le revoir aujourd'hui qu'hier et l'on passe plus facilement sur ses défauts en gardant l'essentiel, 1h40 de divertissement qui mélange peut-être trop rapidement les genres et pas une scène ultra sérieuse à une ridicule, mais qui garde un charme indéniable en enchaînant les séquences les plus folles, ce qui déjà en soi est très bien et qui mérite pour moi un 5 sur 6 grâce au sauvetage par la musique et des séquences du Shadow absolument démentielles. Je suis Shivan Khan, le dernier descendant de Gengis Khan. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et les Blu-ray s'ils existent dans la description et vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos très en avance, sans censure ni pub, avec des lives inédits. La boutique est ouverte avec mugs, t-shirts, suites, tabliers de cuisine, bref plein de choses et vous avez aussi le lien en description. Pensez à vous abonner si vous le voulez, c'est gratuit, ça fait plaisir. Mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications et à bientôt pour du lourd, bye bye.